Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous et bonjour Denis Siffert. Bonjour. La confusion entre judaïsme et sionisme, et par suite la confusion entre antisionisme et antisémitisme, est au cœur de la désinformation qui submerge l'espace public français depuis le 7 octobre. Dissiper cette confusion dans le feu de l'actualité, c'est combattre le sionisme fanatique qui est au pouvoir en Israël, mais c'est aussi combattre l'islamophobie et l'antisémitisme qui, dites-vous, ronge la société française. C'est comme ça que vous commencez ce livre qui vient de paraître aux éditions Luxe, qui s'intitule « La mauvaise cause, les intellectuels et la propagande israélienne en France ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre d'actualité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre aussi qui touche à des questions très douloureuses. En ce moment même, il y a une nouvelle tentative législative d'assimiler l'antisionisme, c'est-à-dire la remise en cause de la politique d'Israël, le retour sur les circonstances aussi de la fondation d'Israël et sur les modalités de son développement comme État-nation, d'assimiler cela à de l'antisémitisme et à un délit, de pénaliser cela. C'est un livre qui m'a tout particulièrement intéressé parce qu'il est à la fois un livre d'intervention qui porte sur des controverses, et d'un autre côté, c'est un livre qui est d'une grande précision et même d'une grande érudition historique. Vous travaillez depuis très longtemps sur la question du conflit en Israël-Palestine. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la question. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes notamment journaliste. Vous avez longtemps dirigé Politis, l'hebdomadaire Politis. Vous êtes aussi enseignant à l'IRIS. Vous êtes auteur, écrivain, historien. Ça n'aurait pas été très intéressant dans le livre de démonter le discours, disons, sioniste réactionnaire, fanatique de la cause d'Israël, qui est abondamment représenté dans les médias français par des figures sur lesquelles il n'est pas vraiment la peine de revenir, tant elles se discréditent au fond elles-mêmes. Vous parlez, en revanche, des influenceurs. Vous les opposez justement aux propagandistes. Et vous parlez de gens qui sont encore certainement de bonne foi, au moins partiellement, qui maintiennent des principes humanistes et qui continuent cependant à défendre, dans une certaine mesure, au moins, la politique d'Israël. Oui, alors effectivement, la nuance que j'ai essayé de tracer entre propagandistes et influenceurs, bon, la question des termes est assez artificielle. Mais on voit bien à qui je pense quand je parle des propagandistes de l'armée, en quelque sorte. Hein. C'est des gens qui sont tout à fait en civil sur les plateaux, qui sont même des philosophes, voire des nouveaux philosophes très, très anciens maintenant, mais qui répercutent la propagande grossière, disons, de l'armée et du gouvernement israélien. Alors là, c'est l'armée est la plus morale du monde. On épargne les gens avant de bombarder. On regarde s'il n'y a pas un enfant sous l'hélicoptère. Enfin, des choses aussi horribles que ça. La nuance entre ces gens-là et puis d'autres que j'ai appelés les influenceurs. Alors, le thème est vraiment hérité des réseaux sociaux. On peut le discuter. Mais j'ai eu la volonté de les épargner et à certains égards de les respecter. Et ce sont des intellectuels très connus. Hein. Alors, ils ne sont pas tous au même niveau, dirons, de sincérité et peut-être même de turpitude, hein, pour certains d'entre eux. Mais, par exemple, effectivement, j'évoque assez longuement le cas de l'historien Gilles Kepel. J'évoque beaucoup aussi le cas de la sociologue Eva Illouz, de la rabbine, elle dit le rabbin, hein, donc c'est moi qui féminise, mais elle ne le fait pas, Delphine Orwiller, etc. Bon. Et puis d'autres qui sont un peu entre les deux, parce que, par exemple, Alain Finkielkraut est un personnage étrange, très tourmenté, et il dit des choses que je cite d'ailleurs qui sont parfois très intéressantes, et puis d'autres qui sont horribles. Enfin, voilà mon corpus, disons, idéologique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans la période post-7 octobre, et qui m'a fait un peu changer même mon point de vue sur la question, en tout cas mon vocabulaire. Mon point de vue, il était peut-être rentré, mais là, le vocabulaire a changé, parce que je bottais en touche un peu sur la question du sionisme jusque-là. Bon, pourquoi je bottais en touche ? Parce que j'ai connu des amis très proches,
peut-être que j'ai encore d'ailleurs, et puis d'autres qui ont disparu, qui se disaient sionistes et qui cependant étaient entièrement d'accord avec moi sur un État palestinien, etc. Alors je me disais, à mon avis, ils se trompent sur eux-mêmes et sur le concept, mais on ne va pas se quereller avec des gens avec qui on est d'accord pour ça. Mais par contre, le 7 octobre et la période post-7 octobre a complètement modifié, a rendu ce point de vue insupportable, mon propre point de vue insupportable à mes yeux, parce que effectivement, le 7 octobre, je le dis, je crois, à plusieurs reprises, a surgi comme un effet d'aubaine pour la droite sioniste, mais aussi les autres, d'ailleurs, même la gauche sioniste. C'est-à-dire qu'un effet d'aubaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est surtout pas un complot, parce que j'ai entendu que c'était Netanyahou qui avait ourdi tout ça. Je ne crois pas un instant, et ça me semble d'une grande stupidité. Mais en revanche, que ces gens-là, Netanyahou et la droite de son gouvernement, etc., se soient dit notre heure est arrivée. Je vais vous dire, raconter juste quelque chose qui est passé complètement en dessous des radars, c'est que en janvier 2024, Ben-Gvir et Smotrich, qui sont donc les deux fachos, appelons-les par leur nom, les deux pires du gouvernement de Netanyahou, ont organisé à Jérusalem une fête de la victoire. Une fête de la victoire. Et c'était tout à fait étrange parce qu'ils ont dansé dans cette fête sur les morts palestiniens, ce qui est assez ordinaire pour eux, mais aussi sur les morts israéliens. Et ils ont clairement dit, voilà, notre heure est arrivée. Grâce au 7 octobre, on va pouvoir y aller. Et donc, c'est l'effet d'aubaine. Et là, le sionisme le plus extrémiste, celui qui était pour anéantir Gaza et qui est maintenant pour annexer la Cisjordanie et détruire les villages arabes, lancer des assauts contre les villages arabes, les brûler, tuer de façon tout à fait arbitraire, eh bien, ce sionisme-là, son heure avait sonné en quelque sorte. Et donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Il peut se donner libre cours. On peut se donner libre cours. Et donc, ouais, mais c'est une situation d'aubaine parce que c'est une circonstance qui permet de mettre en œuvre, en réalité, un projet, vous montrez très bien, qui est beaucoup plus ancien, voilà, qui n'est, lui, absolument pas nouveau. Et vous soulignez aussi que s'il n'y a pas eu complot, contrairement à ce qui peut se dire de façon idiote, à savoir, ce seraient les services secrets israéliens qui auraient manigancé l'attaque du Hamas, en revanche, il y a eu une politique tout à fait ouverte, en réalité, de Benjamin Netanyahou et de l'extrême droite israélienne depuis des années et des années, consistant à soutenir le Hamas, à le soutenir contre les organisations, le Fatah, l'OLP, contre les organisations nationalistes arabes laïques, avec l'idée, il l'a dit explicitement, je crois en 2019, à la Knesset, Netanyahou, que c'était la meilleure manière pour empêcher qu'il n'y ait jamais un État palestinien. Absolument. Et donc, la meilleure manière d'en arriver au projet initial, à savoir le Grand Israël. Absolument. Alors, moi, j'ai un souvenir assez lointain. J'étais allé en reportage à Ramallah, je crois que ça devait être en 90, ou comme ça, 1990. Et j'étais à la Moukata, qui est devenue après le siège de l'autorité palestinienne, mais qui à l'époque était le siège de l'administration civile israélienne. Et quand on dit civil en Israël, c'est toujours un peu militaire quand même. Et j'avais vu un haut responsable de l'administration civile qui, de façon tout à fait candide, de certaine façon, m'avait expliqué comment ils allaient aider le Hamas. Le Hamas était né en 87, en décembre 87, donc était encore tout à fait récent et assez groupusculaire. C'était une association caritative au départ, liée aux frères musulmans, c'est ça ? Qui était très très mal vue par les Palestiniens parce qu'elle ne voulait pas se mêler de politique avant décembre 87 et elle était même suspecte d'être utilisée déjà, mais pour d'autres raisons, par le gouvernement israélien contre l'OLP. C'était une association religieuse d'entraide. Absolument, c'était les frères musulmans, la branche palestinienne des frères musulmans. Mais déjà, ce haut responsable civil m'avait expliqué comment ils aidaient le Hamas et je me rappelle, c'était l'expression, il m'avait parlé en français, pour casser les reins de l'OLP. C'était Arafat. Et c'était tout à fait étrange pour moi parce que c'était le moment où Arafat était en train de négocier, on allait vers Oslo, et était en train de négocier la reconnaissance d'Israël, en somme, et replier, disons, les ambitions palestiniennes sur 22% du territoire de la Palestine mandataire, celle de l'époque du mandat britannique. Donc,
en toute logique, on aurait pu penser qu'ils allaient plutôt jouer la carte de cette négociation, et pas du tout. Au contraire, ils avaient choisi de conforter, de former le pire ennemi possible, parce que, disait-il, c'est celui qui déplairait à la communauté internationale et celui qui mobiliserait contre les Palestiniens. Et alors, à l'époque, j'étais en agence de presse, ma dépêche est passée passablement à l'as. En revanche, les historiens israéliens du journal Ma'ariv, qui a écrit un livre qui s'appelle Intifada, tout simplement, avait écrit des pages exactement pour expliquer ça. On était en 90 ou 91, hein, avant les accords d'Oslo. Tout juste avant les accords, Voilà. d'Oslo. Et donc, quand j'ai vu que, effectivement, en 2019, Netanyahou reprenait ce thème en disant comment il avait financé via le Qatar. Oui, il dit il faut faire passer de l'argent. Absolument. Il a dit devant la Knesset, au Hamas. Oui, et Smotrich le confirme évidemment. Et donc là, on a quelque chose qui prouve qu'en effet, c'est pas un complot, c'est pas du tout un complot, mais cependant, ils ont quand même, à certains égards, le Hamas est une fabrication israélienne. Moi, je dis ça au deuxième degré, hein, mais et je dis pas que le Hamas est complice de ça, j'en sais rien, puis il ne l'est sûrement pas. Alors, vous revenez un peu quand même sur l'histoire du Hamas et vous racontez comment en 2005-2006, le Hamas décide de laisser tomber justement de son programme la destruction d'Israël, en disant il faut une réforme générale, il faut même des institutions démocratiques avec un pluralisme, une alternance. Il renonce à la charia et il se présente aux élections, ce qu'il n'avait jamais voulu faire, à Gaza. C'est 2006, oui. C'est ça. Et en janvier 2006, à la surprise générale, il gagne les élections contre l'OLP qui est complètement discrédité. Absolument. Et là, c'est le moment où Israël réagit en, très bientôt, imposant le blocus à Gaza et en rendant les conditions de vie absolument abominables à Gaza, de telle sorte que le Hamas se radicalise. Et en refusant de reconnaître l'élection, alors que cette élection, elle était tout à fait validée par les observateurs internationaux, etc. C'est-à-dire qu'au moment où le Hamas pourrait s'apprêter à abandonner... Voilà. Parce que finalement, dans l'histoire des terroristes qui sont devenus très présentables, il y en a eu beaucoup. Hein, et même le sionisme de droite israélien, et je dis de droite, mais même la Haganah qui était proche de Ben Gourion, ces gens-là ont pratiqué le terrorisme. Ils l'ont pratiqué contre les Arabes. Je dirais pas que c'est bien normal parce que c'était leur objectif, mais ils l'ont pratiqué contre les Anglais. Ils ont assassiné en 48 le médiateur de l'ONU, Bernadotte, qui c'est l'un des mouvements du sionisme de droite qui a assassiné Bernadotte. Donc, et ces gens-là, l'un des chefs terroristes de l'époque, c'était Menachem Begin, qui est devenu Premier ministre, et l'autre, c'était Yitzhak Shamir, qui est devenu Premier ministre aussi. Donc, on aurait pu tout à fait imaginer, mais il aurait fallu aider dans ce mouvement, que le Hamas se politise dans le bon sens du terme et renonce. Au lieu de ça, encore une fois, mais là c'est cohérent avec ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire le financement finalement du Hamas. Israël a tout fait pour que ces élections ne soient pas reconnues et elles ont été. Le Hamas a été boycotté par Israël et par la suite par les États-Unis et par la suite par l'Union européenne. Et là, il y a eu un isolement total et le blocus a commencé à s'organiser. Qui a créé finalement de loin en loin les conditions du 7 octobre. Hein, parce que l'une des choses sur laquelle j'insiste évidemment, mais je ne suis pas le seul, mais elle reste essentielle, c'est que le 7 octobre n'a pas surgi du néant. Hein. Le 7 octobre, c'est une conséquence, avant de devenir à son tour une cause. Mais c'est une conséquence. En fait, ce que j'ai compris, je l'avais un peu compris avant pour ne pas être trop modeste, mais là, c'est présenté à moi comme une évidence, c'est que l'histoire du sionisme, c'est un continuum. C'est quelque chose qui existe depuis Herzl, enfin même avant, mais en tout cas il est devenu politique avec Herzl, avec l'État des Juifs, son livre de la fin du 19e. C'est un objectif qui n'a jamais été abandonné, en somme, de la part des sionistes, qui au départ étaient plutôt des sionistes
qu'on pourrait qualifier de gauche, disons, si on veut utiliser ce terme. C'était des gens qui venaient, comme Herzl lui-même d'ailleurs, de la Mitteleuropa, dont certains, beaucoup, étaient imprégnés, disons, d'idéologie sociale, d'austro-marxisme pour certains d'entre eux. Donc, c'était pas des méchants de gens. Mais effectivement, bon, ce sionisme-là du début, il a sa raison d'être du point de vue des Juifs. C'est-à-dire que c'est la volonté de chercher un refuge quand il y a un antisémitisme absolument épouvantable en Europe de l'Est. Puis en France, après, c'est l'affaire Dreyfus, etc., qui a beaucoup motivé Herzl. Mais à partir de là, les objectifs, ils ont été présentés peu à peu, explicités et parfois cachés, parfois masqués, mais ça a toujours été l'idée de conquérir Israël, le grand Israël, sur une vaste étendue. Et ce qui est le grand paradoxe des sionistes de gauche, puisqu'il en est beaucoup question dans ce livre. Mais voilà, on en arrive à la question centrale. Voilà. Celle qui m'intéresse le plus, c'est la question du sionisme de gauche. Quel est le sens aujourd'hui de cette notion ? Quel a été son sens historique ? Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a un sionisme de gauche authentique qui corresponde à la réalité des faits ? Voilà. Et dans quelle mesure est-ce qu'il se sépare ou au contraire en réalité est partie intégrante du sionisme dans son ensemble, quoi ? Alors, selon moi, on ne peut plus être, mais je ne vous surprendrai pas, on ne peut plus être, si jamais on a pu l'être à un moment donné. Mais enfin bref. Disons qu'il y a eu des gens qui ont été des sionistes de gauche de façon tout à fait inattaquable. Je ne discute pas non plus ni la sincérité de ces gens-là, ni même la nécessité pour eux de se réfugier, de survivre. Et alors, le sionisme a une double fonction historique. Le problème, c'est que chacun doit reconnaître la fonction de l'autre, si j'ose dire. C'est-à-dire que, effectivement, les juifs sionistes disent que c'est un mouvement qui a été émancipateur pour eux, un mouvement de refuge. Et généralement, ils ne veulent pas reconnaître que ce mouvement d'émancipation a aussi été un mouvement colonial. Et ce mouvement colonial... Alors, le problème, c'est que ces deux fonctions apparemment contradictoires, mais qui ont cohabité historiquement, elles ont cohabité très longtemps, au moins jusqu'en 67. 67, c'est une année très importante, de 67. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces deux fonctions ? L'émancipation des Juifs par Israël, elle est accomplie. Si on considère que c'était Israël le but, l'État Israël est là. Donc les gens qui nous disent « oui, mais si on nous chasse, on n'a plus de métropole », c'était vrai, ça a longtemps été vrai. C'est plus vrai depuis 1948 et encore plus depuis 1967 avec l'invasion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Oui, mais on va vous objecter que parler de la colonialité d'Israël, oui. Du fait historique totalement indéniable en réalité, oui. qu'il s'agit de colonisation de peuplement, qu'il existe ou non une métropole, oui. C'est une colonisation de peuplement. Donc c'est une colonisation. Rappeler ça serait saper les bases de la légitimité de cet État et donc potentiellement le mettre en danger. Oui, oui. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup, bien entendu. Oui. Donc, voilà, et donc ce ne serait pas légitime. Il faudrait le taire. Oui, il faudrait le taire. Vous rappelez un dialogue entre, je crois, Michael Flössel et Bruno Karsanti récemment dans Le Monde, justement, et Flössel, qui représente plutôt le sionisme de gauche, au fond, part de toute façon du principe que on ne peut pas parler de colonialité d'Israël au départ. Oui. Et alors, j'ai beaucoup regretté ça parce que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup Flössel. J'apprécie beaucoup Flössel. C'est pas du tout pour l'attaquer lui, mais c'est un discours qui est repris, qu'on oppose toujours. Je vais pas l'épargner au prétexte que j'aime bien tout ce qu'il écrit et ce qu'il dit en général, parce qu'il se trompe là, parce qu'il dit justement reconnaître le colonialisme fondateur d'Israël, c'est nier l'histoire d'Israël. Alors que effectivement, le colonialisme a changé de nature. Je disais en 1967, il a changé de nature parce que là, il ne s'agit plus de construire l'État juif, ou des juifs plus exactement, mais il s'agit de coloniser le peu de territoire qui reste aux Palestiniens. Et on est dans cette séquence-là, parce que c'est le mot que vous employez tout à l'heure. Et donc là, effectivement, Flössel, sans doute de peur
de délégitimer Israël dit il ne faut pas confondre, ça n'a jamais été finalement un mouvement colonial. Bien sûr que si, ça l'a été. Mais dire ça, moi je ne suis pas pour la destruction d'Israël, que ce soit très clair. Mais alors, c'est pris comme ça. Pas du tout. On est obligé de dénier une réalité qui est impossible à dénier. Oui. En 1897, Voilà. on a les recensements ottomans. Il y a 5% de juifs en Israël qui sont là depuis toujours. Oui. En 1917, il y en a 10%, 60 000 personnes sur 600 000 à peu près. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que ça devient une colonie de peuplement. Mais le dire, ce serait, en tout cas, préparer la destruction d'Israël. Oui. Et vous dites, c'est un passage qui me semble très important dans votre livre, « Je suis de ceux qui ont pris acte du verdict de l'histoire, tout en déplorant qu'il fût celui de la force et non de la justice. La page n'est plus blanche. Oui. » Donc ça n'a pas de sens de demander la destruction Oui. de l'État d'Israël, en tout cas de l'existence de cet État avec une forte population juive, majoritaire dans bien des endroits. C'est plus ça la question. Vous dites le fait accompli israélien sera ici un postulat pour le livre. Oui, absolument. Mais c'est un fait accompli dont le sionisme ne se satisfait pas. Vous continuez. Absolument, oui. Et c'est là qu'est le problème. Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Israël refuse toujours de déclarer quelles sont ses frontières. Absolument. Ce qui est quand même un éléphant dans la pièce dont personne ne parle jamais. Oui. C'est le seul État au monde, à ma absolument, connaissance, qui refuse de dire où il commence et où il s'arrête en termes de territoire. Oui. Et ce n'est évidemment pas un hasard. C'est parce qu'il y a un Bien projet. sûr. Et le sionisme de gauche ne nous dit rien de ça. Enfin, Alors le sionisme de gauche, justement, parlons-en encore, il est né quand même d'une grande équivoque. Il y a une ambiguïté sioniste dès le début qui a à voir avec la Bible, avec la religion. Parce que les sionistes de droite, et alors en particulier Ben-Gvir et tout cela, même beaucoup d'autres qui sont plus modérés que lui, qui sont des religieux tout simplement, ils se réfèrent à l'Ancien Testament, avec la fameuse promesse de Dieu à Abraham. le pays de Canaan. Voilà, c'est ça, le pays de Canaan. Que Dieu promet aux Hébreux. Mais alors, le sionisme de gauche n'explicite pas ça, parce que c'est un peu difficile et un peu honteux quand on est laïque, voire athée, mais quand on voit en 67 Moshe Dayan, qui devait être plutôt un mécréant, plutôt un général israélien, mais plutôt classé à gauche, toucher avec émotion le mur des lamentations, et puis Elie Wiesel, qui lui n'était pas du tout de gauche, mais dire c'est un moment qui s'est emparé de nous avec beaucoup d'émotion, etc. On voit que tous ces gens, finalement, on se dit, qu'est-ce qu'ils deviendraient s'il n'y avait pas la Bible, quoi ? S'il n'y avait pas la promesse de Dieu à Abraham, y compris les gens de gauche. Et finalement, ils accomplissent ça. Et c'est pour ça que 67 est une année très importante, parce que c'est le moment où les deux sionismes fusionnent, en quelque sorte, par l'entrée de l'armée israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ils se rencontrent. Et ils se rencontrent de façon irréversible, parce qu'on est absolument là-dedans maintenant. Donc, c'est le sionisme de gauche, athée, socialiste, idéaliste, humaniste. Voilà. Qui parlait pas trop des Arabes, qui les ignorait. Celui qui a créé les kibbutz, faut le dire, qui était quand même un bel idéal. Quoi. Voilà. Et de l'autre, le sionisme, qui n'était pas sans lien avec le fascisme historique, qui est issu du racisme européen et qui, lui, est extensionniste. Vous dites, la date où les deux, finalement, en réalité, ne sont plus vraiment séparables, c'est ce moment de la guerre des 6 jours de 67, où l'expansionnisme israélien s'affirme. Absolument, alors, ils ne sont pas séparables. Ils le sont quand même un peu, parce qu'il y a des nuances. Heureusement, on n'est pas obligé, disons, de refuser la complexité de l'analyse. Mais fondamentalement, je veux dire, le sionisme de gauche adopte les objectivités. Les objectifs, et les buts historiques, disons, du sionisme de droite. C'est-à-dire, et quand on voit, en plus, quand je me suis replongé dans l'Ancien Testament, du coup, quand on voit la promesse de Dieu à Abraham, c'est évidemment très vague, le pays de Canaan, mais c'est jusqu'au fleuve. Et les exégètes disent, c'est pas le Jourdain, le fleuve, c'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate. Autrement dit, ça inclut la Syrie. La Syrie, l'Irak, on peut aller très très loin. Donc, bon, c'est une utopie, mais enfin... Aujourd'hui, il y a des militants israéliens qui montent des cartes comme ça, où effectivement... Qui prêche ça. Mais ce qui est fascinant dans votre livre, ce qui m'intéresse tout particulièrement, même en termes d'histoire générale de relations, des dynamiques entre le religieux et le politique, c'est que finalement, ces sionistes athées qui sont anti-religieux au départ, qui sont de gauche, qui sont socialistes, en arrivent quand même finalement à éprouver une sorte de mysticisme
déjà intérieure, manifestement, de temps en temps, qui surgit. Et dans l'argumentaire aussi, finissent par invoquer eux aussi la Bible. Alors, aujourd'hui, c'est assez massif, mais déjà Ben Gourion, en 1937, dit notre mandat, c'est la Bible. Oui, absolument. Alors, il utilise le mot mandat comme en miroir du mandat des puissances coloniales. À l'époque, c'est l'Angleterre. Et pour ce qui est de la Palestine, on essaie de lui imposer le sionisme et la création d'une entité étatique juive. Mais il dit, lui, qui n'est pas du tout religieux, quand même, il fait référence à ça. Oui. Et ça n'a... Alors, voilà, il y a une dialectique dans le sionisme de gauche. Le plus souvent... On laisse ça de côté parce qu'évidemment, on ne veut pas en entendre parler. En termes de gauche, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça revient quand même. Oui, ça revient. L'œuvre, disons, de Ben Gourion et même de ces sionistes de gauche, c'est d'avoir fait de la Bible un livre d'histoire, en somme. C'est-à-dire qu'on a historisé l'Ancien Testament, c'est-à-dire que ce qui était un fait religieux, donc avec toutes les incertitudes évidemment historiques, plus que les incertitudes même, et puis surtout le fait que ça doit rester du domaine intime et pas devenir une carte d'état-major pour un pays. Ils ont historisé ça et ils en ont fait finalement quelque chose qui est tangible, indiscutable et qui s'identifie au projet sioniste lui-même. Et là, on est effectivement... depuis 67 en particulier, on est là-dedans. Et ce qui me choque, ce qui m'a choqué, j'ai passé un peu l'âge d'être choqué tellement j'ai vu de turpitude de ce côté-là. Mais c'est que les sionistes de gauche, je ne sais pas si on va en parler explicitement, enfin les personnages que je cite, très injustement d'ailleurs, parce que ce n'est pas les seuls. Mais enfin, j'analyse la stratégie de désinformation de ces gens-là. Ils ne bougent pas. C'est-à-dire que Israël est toujours Israël éternel. C'est toujours le pays, finalement, des kibboutz. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est toujours les pays... moi, j'ai relu avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, le livre de Kessel, les chroniques de Kessel. Joseph Kessel. Sur Israël, et avant même Israël, parce que ça commence dans les années 30. Et là, il raconte ses voyages. Il raconte ses voyages. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, on peut bien aimer Kessel, mais c'est d'un racisme effroyable. On n'imagine pas ce qu'il a écrit et ce qu'il a pu écrire. Il y a les têtes d'Arabes qui passent de temps en temps. Voilà, avec surtout, un regard. Quand on voit quelqu'un qui a le regard vif et qui a l'air intelligent, c'est pas un arabe, c'est un juif. Il le dit, il écrit à peu près comme ça. Il dit que les juifs comme les arabes sont burinés de la même manière, par le soleil et par le travail, mais il fait une distinction. Mais enfin bon, bref, il y a un idéal et un idéalisme sioniste au début. Et le problème, c'est que les sionistes de gauche, ceux que je prends à partie aujourd'hui et qui sont intervenus violemment, etc., ne veulent pas voir l'évolution. Ils parlent d'Israël comme un fait éternel, immobile, d'une fixité historique absolument affligeante. Et ce qui est terrible, parce que eux qui se disent encore de gauche, avec cette fixité, ils en viennent à soutenir des gens qui sont extrême droite. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Alors, certains, je le dis d'ailleurs, se défaussent en disant du mal de Netanyahou. Alors, dire du mal de Netanyahou, la chose la mieux partagée du monde maintenant... c'est toujours le refuge. Voilà, oui. C'est le refuge. Mais, bien sûr, je ne soutiens pas Netanyahou. Voilà. Mais ils soutiennent quand même la politique de Netanyahou et finalement ce qui est devenu Israël, en particulier depuis 2022, parce que c'est en 2022 que Netanyahou fait rentrer les fascistes, disons. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que c'est le sionisme de droite, d'extrême droite même, qui était très marginal dans les années 30, quand son fondateur, qui était un type d'ailleurs très intéressant, Jabotinsky. Dont le père de Benjamin Netanyahou était le secrétaire. Secrétaire, absolument. Et le père de Netanyahou était aussi un adorateur de Mussolini. Donc il y a une filiation qui est assez accablante. Mais enfin, Jabotinsky était très marginal. Ces mouvements qu'on appelait sionistes, révisionnistes, c'est-à-dire, en fait, ça voulait dire de droite, voire d'extrême droite sioniste, combattus par Ben Gourion à l'époque. Mais ils ont été combattus pour des raisons surtout tactiques ou stratégiques, comme on veut, mais pas du tout sur les objectifs. C'est-à-dire que la divergence est toujours apparue sur les moyens pour y parvenir.
mais jamais sur la fin. La fin n'a jamais été remise en cause par les sionistes de gauche. Et on voit aujourd'hui donc que ces gens-là, les héritiers de Jabotinsky, sont au pouvoir, non seulement au pouvoir dans le gouvernement, mais ils sont dominants dans la société israélienne, dominants dans la culture israélienne. Et ça, c'est un retournement terrible de l'histoire. Et c'est là que j'accable un petit peu, moi, les sionistes dits de gauche français qui font mine de ne pas voir ça, quoi. Continuent d'adorer Israël comme une sorte d'icône qui n'existe plus, qui existe tout à fait du point de vue politique et territorial, mais qui n'existe plus du point de vue idéologique par rapport à l'origine. Alors, on peut voir ça de deux façons. On peut dire qu'en effet, Israël a muté sous le fait de circonstances, etc. Dans les circonstances, il y a le terrorisme palestinien, d'ailleurs, il faut le dire, même si pour moi c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement la façon dont on a choyé le Hamas pour avoir ça. Mais c'est aussi le fait qu'il y a une continuité historique du sionisme qui est cachée, mais qui est bien réelle, et qu'on voit, y compris dans les discours de Ben Gourion dès les années 30. En 1942, le congrès, la conférence de Biltmore, dans un hôtel new-yorkais, où il dit, en fait, on va avoir tout. Hein, laissez-moi faire, on va avoir tout. Hein, il faut être patient. Il faut être patient. Et c'est la grande divergence en 1947, quand il y a ce qu'on appelle le partage, qui est extrêmement injuste. Enfin, tout a été fait pour provoquer la guerre avec les Arabes. Hein. À ce moment-là, il ne faut pas oublier que toute la droite sioniste est contre. C'est trop de concessions pour elle. Trop de concessions. Et donc, il n'y a pas que les Arabes qui sont contre. Et Ben Gourion leur fait passer la pilule en disant « laissez-moi faire, on aura tout ». Et on voit ensuite, d'ailleurs, très bien, dans d'autres circonstances, Sharon qui dit, au moment de la répression de la deuxième intifada en 2001-2002, il dit on continue 1948. On va jusqu'au bout de l'objectif de 1948. Donc on voit très bien qu'il y a une continuité. Et le 7 octobre là-dedans, je ne minimise pas du tout. Moi, je ne minimise pas du tout le 7 octobre, qui est pour moi une abomination terroriste et tout. J'ai eu des débats sur. Bien sûr, oui, que c'est du terrorisme. Vous revenez sur la question de savoir si LFI a eu raison ou non. Absolument. Ils ont eu tort. Vous dites qu'ils ont eu tort. De ne pas finalement respecter le deuil en quelque sorte. Mais en même temps, vous dites que la qualification de terrorisme, sur le fond, n'apporte rien. Et qu'elle n'a pas de valeur juridique. Oui. Vous rappelez ce que vous avez déjà dit tout à l'heure, à savoir que le terrorisme, il y en a eu un quand c'était les Juifs qui étaient des résistants. Oui. Voilà, il y en a eu dans plein d'autres circonstances par des gens qui ensuite sont devenus ceux qui qualifiaient les autres de terroristes. Vous prenez position là-dessus d'une manière nuancée. Oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup reproché à LFI son refus de qualifier de terrorisme. Pour moi, c'est un fait évident. Si ça, c'est pas du terrorisme, qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? Après, on peut avoir un débat sur d'où vient le terrorisme, pourquoi il est si fort dans le mouvement palestinien alors qu'il n'était pas donné au début. Les Palestiniens, c'était parmi les peuples arabes peut-être celui qui était le plus laïque, le plus ouvert, y compris aux influences occidentales, etc. Donc pourquoi ? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un terroriste ? Je pose cette question absolument iconoclaste qui va peut-être m'attirer beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce que c'est qu'un terroriste ? Est-ce que c'est quelqu'un qui naît avec une Kalachnikov dans son berceau ? Est-ce que c'est une race ? Est-ce que c'est une filiation biologique ? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont vu leur père massacré, leur maison détruite plusieurs fois, etc. Alors qu'ils étaient ensuite récupérés par une idéologie, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais disons que le problème de la qualification de terrorisme, c'est que justement, elle occulte toute explication légitime. Oui, mais ils se sont et elle justifie des mesures d'exception en retour. Oui, mais ils se sont trompés en ne reconnaissant pas un fait évident qui pouvait pas être contesté. Et la preuve, c'est qu'ensuite, j'ai appelé un chapitre « Dites terroristes ou taisez-vous ». C'est qu'on leur a dit « taisez-vous ». Oui. Ils ont été c'était un moyen de les faire taire. Expulsés de tous les médias, etc., voilà, comme antisémites, tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, donc c'était plus qu'une erreur, c'était une faute. L'utilisation de l'antisémitisme pour discréditer LFI et la gauche de gauche en général, ça date pas du 7 octobre, comme ça a commencé, ça a monté à partir des années 2000 et surtout 2010 de plus en plus mais ils ont donné des verges pour se faire fouetter, disons. Et voilà.
Si je résume votre propos sur la question absolument centrale du sionisme de gauche, finalement, il y a deux niveaux. Il y a d'une part l'évolution historique qui, depuis 1967 et de plus encore depuis les accords d'Oslo, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, objecte la réalité finalement de la construction d'un État sioniste qui n'est pas du tout compatible avec les valeurs de la gauche, et donc éventuellement la nécessité de prendre acte de cela. Et il y a aussi plus profondément une question que vous posez sur le sionisme de gauche lui-même avant, en son principe. Vous vous demandez, par exemple, je vous cite, le sionisme a-t-il jamais été un humanisme ? Est-ce que, malgré tout, cet idéal du kibbutz socialiste n'incluait pas, et votre réponse est que c'est quand même malgré tout le cas si on regarde de près, un déni de l'existence de l'autre. Vous dites qu'il y a eu un tour de passe-passe sioniste, dès le départ quand même, qui a transformé les nouveaux arrivants juifs, donc là on parle vraiment de l'époque où ils cherchent refuge en Palestine mandataire. Il y a eu un tour de passe-passe sioniste qui a consisté à transformer les nouveaux arrivants en autochtones, justement grâce au récit biblique fantasmé, dont on sait qu'il est complètement faux en fait. Il revenait. Voilà, il revenait avec le mythe de cette présence millénaire qui est toujours repris aujourd'hui tout le temps. Il y aurait eu, c'est une falsification historique, il n'y a pas eu de présence continue pendant 3000 ans, il n'y a pas eu d'expulsion en 70 au moment de la chute du temple, mais enfin, cette idée justement, malgré tout biblique, était utilisée, y compris par le sionisme socialisant, pour dire que les nouveaux arrivants étaient quand même des autochtones malgré tout, et qu'en revanche les autochtones, les Arabes qui étaient là, finalement devenaient des intrus. Des intrus, oui. Alors, ce qui est évidemment caractéristique du sionisme, et ça de tout temps, dès l'origine, c'est une idéologie exclusiviste. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a toujours, cette idéologie, exclu les Arabes, toujours. Alors, pas forcément de façon agressive au début, parce que c'était pas le sujet du sionisme n'était pas d'exclure les Arabes, on va en parler, mais c'était de ne pas être gêné par les Arabes pour édifier l'État des Juifs. Et donc, même les kibbutz, finalement, au début, il y a eu des travailleurs arabes, on les a vite chassés. On ne voulait pas qu'il y ait de conflits sociaux entre des patrons juifs et des ouvriers arabes, qui aurait eu un sens désastreux. Donc, les Arabes ont toujours été ou ignorés ou exclus et de la réalité, mais aussi de la pensée sioniste. Et vous rappelez quand même, et ça c'est quelque chose qu'on avait parlé ici dans un épisode de La Grande Hache avec Béatrice Sorès et Sonia Feynman autour de leur livre Antisionisme, une histoire juive, vous rappelez quand même que Brit Shalom, par exemple, un mouvement juif donc sioniste dans les années 20, très tôt prend conscience de l'énorme problème qui va se poser des relations justement entre la population arabe et les juifs, et propose une solution binationale. Absolument, oui. Donc, ça, c'est un sionisme de gauche qui essaye qui a pour volonté de se conformer à ce qui fait effectivement la gauche. Alors, c'est un sionisme de gauche, vraiment de gauche pour le coup, et peut-être plus trop sioniste d'ailleurs à la fin, mais enfin bon, en tout cas ça se discute, mais qui n'a jamais eu le pouvoir. Ni le pouvoir en Israël, ça va sans dire, mais ni le pouvoir même dans le mouvement sioniste. Mais il y a eu plusieurs mouvements de ce genre qui ont échoué en fait idéologiquement, qui ont été. Et puis il y a même les antisionistes juifs. Alors je pense évidemment au Bund. Là, il y a une grande tradition, bien sûr. Le Bund. Polonais qui a des mots très très durs. Il y a un dirigeant du Bund qui a des mots très très durs pour le sionisme, et totalement prophétique. Il dit ça va être quoi le sionisme ? Ça va être un mouvement qui va être en guerre en permanence à l'intérieur contre des Arabes et en guerre en permanence à l'extérieur contre des Arabes. Et on est tellement là-dedans. C'est Marek Edelman qui Non, dit ça ? c'est pas Marek Edelman. Je cherche son nom, c'est pas grave. C'est Henrik Erling. D'accord. Qui était un des dirigeants du Bund. Enfin bref, il y a eu beaucoup de gens qui ont été. Non, mais alors il y a une forte tradition juive antisioniste là-dessus. Oui, tout à fait. Oui. Qui était d'ailleurs tout à fait majoritaire avant 1945, mais qui a fini, qui est aujourd'hui
minoritaire. Plus que minoritaire. Semble-t-il. En tout cas, minoritaire en France. Oui, tout à fait minoritaire, marginal, mais on peut dire, oui. Mais qui a existé en effet, et qui, en effet, alors il y a les antisionistes, mais il y a même les sionistes de gauche qui ont posé la question de la cohabitation avec les Arabes. Donc, ils ont existé aussi, mais ils ont été vite relégués par l'histoire, si j'ose dire. Après, vous insistez beaucoup aussi dans votre livre sur le fait que il ne faut absolument pas confondre, et il serait même antisémite de confondre, comme on le fait souvent, le sionisme et la judéité, hein, évidemment. Il y a beaucoup de juifs, malgré tout, aux États-Unis en particulier, mais pas seulement. Il y en a aussi en France, ils ont des associations très importantes qui s'opposent au sionisme. Et d'un autre côté, il y a de très très nombreux sionistes qui ne sont absolument pas juifs. Oui, absolument. J'en prends à partie un certain nombre dans le livre d'ailleurs. D'ailleurs, qu'ils soient juifs ou non n'est pas mon problème. C'est leur discours qui m'importe. Mais effectivement, il y a le sionisme, c'est une culture aussi qui s'est développée en géopolitique, si j'ose dire, c'est-à-dire avec des intérêts croisés avec les États-Unis, tout ça. Bon. Et puis ça vient du christianisme, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Et encore aujourd'hui, c'est très vivace aux États-Unis, chez les évangéliques, qui sont en réalité des antisémites sionistes, puisque pour eux, les juifs doivent quand même disparaître. Il faut d'abord les soutenir pour qu'ils retournent tous en Israël, puis ensuite ils vont disparaître. Le livre se divise en deux grandes parties, hein, et c'est pour ça que je le trouve absolument passionnant et vraiment très solide. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie qui est historique, qui consiste justement à cette discussion qu'on vient d'avoir autour de la nature du sionisme, de la possibilité ou non dès le départ d'un sionisme de gauche, des évolutions à cet égard. Vous vous rappelez vraiment toutes les étapes, très précisément. Et puis la deuxième partie du livre concerne la propagande actuelle ou le travail des influenceurs sionistes de gauche ou sionistes progressistes aujourd'hui dans l'espace public, depuis le 7 octobre tout particulièrement, pour finalement maintenir quand même un soutien à Israël et au fond, avec pour conséquence d'occulter le massacre absolument abominable de type génocidaire. Les intentions sont affichées, hein, donc on peut parler de logique génocidaire au détriment des Palestiniens. Oui, alors l'exclusivisme sioniste dont je parlais tout à l'heure, il s'est manifesté au centuple pendant cette période post-7 octobre. Hein, on voit les discours même d'une femme comme la rabbine Delphine Orwiller, qui a écrit des pages sur la douleur juive d'après 7 octobre, c'est-à-dire qui renvoie à la Shoah, etc. Bon, moi je l'entends tout à fait, et pour toutes sortes de raisons, je l'entends avec beaucoup de sensibilité, disons, ce discours. Mais il y a dans sa littérature, en tout cas jusqu'à un certain point, une date très tardive, pas un mot qui considère Gaza. On est déjà à 20 000 ou 30 000 ou 40 000 morts. Rien du tout, pas un mot, pas une virgule. Vous datez de mai 2025, en fait, un changement. Alors voilà, au moment où la famine arrive. Voilà. La famine organisée par l'État israélien arrive. Avec des images. Avec des images, oui. Ça pose la question du génocide, d'ailleurs, qui est un vrai débat. Auquel je n'ai pas souscrit très vite, parce que toujours dans mon souci, disons, de ne pas heurter des sensibilités que je comprends tout à fait et qui ont quelques raisons d'être vigilantes sur ces questions-là, je ne voulais pas que ce soit uniquement un mot polémique, qu'on renvoie aux Juifs la Shoah, le pire de leur histoire. Je ne voulais pas ça. Et donc même les bombes, pour moi, ça n'a pas été du génocide. Ça a été un massacre épouvantable, etc. Mais à partir du moment où on les a affamés, où on a détruit les purificateurs d'eau, où on a empêché les nourrissons de recevoir de l'eau potable, etc. Donc on les a tués virtuellement. Et même encore récemment, on a détruit des centres où il y avait des embryons pour perpétuer, disons, si j'ose dire, les Palestiniens. Ça, c'est vraiment du génocide. C'est que le génocide, c'est pas du nombre, c'est pas seulement du nombre, c'est vraiment s'attaquer à l'espèce en tant que telle, et biologiquement, je dirais. Et là, on a eu vraiment des éléments de génocide très forts,
assez tôt quand même. Hein. Alors, ça peut choquer ce que je dis, parce que c'est pas finalement les 70 000, etc. Dans les 70 000, il y a des morts comme ça. Il faut noter que c'est une évaluation qui est probablement bien en dessous de la réalité des victimes. Très en deçà de la réalité. C'est des chiffres qui sont ceux, même le Hamas a intérêt à minimiser en réalité les pertes. Les études montrent qu'il y a certainement beaucoup plus de victimes. On parle au de moins de 100 bombardements. 000 et probablement plus. Enfin bon, moi je ne veux pas rentrer dans cette querelle parce que je n'ai pas les moyens, en plus je n'en sais rien. Mais de toute façon, en plus, alors évidemment c'est le problème pour les Palestiniens quand même, ce chiffre. Mais c'est pas le problème sur le débat sur le génocide, parce que c'est pas ça pour moi le génocide. Et là il y a vraiment eu, avec des déclarations épouvantables. Ce qui est fondamental, c'est l'intention. Et l'intention, elle n'a pas été cachée. L'intention, elle n'a pas été cachée. On a animalisé les Palestiniens, des ministres, des membres du gouvernement, etc. Donc tout ça est absolument épouvantable. Et c'est pour ça que je suis venu plus tard que beaucoup, mais je suis venu au qualificatif de génocide, et maintenant je n'en démords pas, quoi. Et d'ailleurs, je note, je le cite dans le livre, que Delphine Orwiller elle-même dit, moi j'emploie pas ce mot, mais elle dit, David Grossman, qui est l'historien, l'écrivain et le journaliste israélien. L'auteur d'une femme fuyant l'attente, notamment. Voilà, oui. Oui, absolument, son fils. Puisque son fils est mort dans les combats. Au Liban. Ouais. Et donc, elle dit, lui, il parle de génocide. Moi, j'emploie pas ce mot, mais je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Elle dit quelque chose comme ça. Donc, bravo. Enfin, j'ose dire, là, on a une sorte d'acquiescement qui est extrêmement tardif. Et c'est toujours ambigu. Enfin, ça n'empêche pas qu'il y a un travail de disqualification profond de ceux qui essayent de soutenir ceux qui sont l'objet d'un génocide. Et il y a surtout une idée dont ces gens qu'on qualifie donc ici là de sionistes de gauche plus ou moins, parce que je ne sais pas où se situe Keppel de ce point de vue, mais il est plus très de gauche depuis longtemps. Mais enfin bref, il y a l'idée que c'est le 7 octobre qui a tout inventé. Oui. 7 octobre, et c'est le Hamas qui a tout inventé. Et il est sorti de nulle part. Le Hamas, c'est la cause de... Bon, je dis, le Hamas, il est venu 40 ans après le début du conflit. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une conséquence. Et l'idée de l'inversion permanente de la cause et des conséquences, c'est vraiment un élément central de la stratégie de désinformation de ces sionistes que j'appelle ici, à tort ou à raison, de gauche. Et puis aussi occultation en termes de hiérarchie, disons des faits, au sens où c'est au moment où se déchaînent les bombardements contre les populations civiles à Gaza, par exemple, qu'il y a cette manifestation de novembre 2023 contre l'antisémitisme. Absolument. Et vous dites, c'est une manifestation qui est en surface contre l'antisémitisme et qui est en réalité en profondeur, en soutien aux représailles qu'on voit déjà absolument disproportionnées de la part de l'État d'Israël. Oui, je parle d'une manifestation à double fond, en effet. C'est ça. Double fond. Et c'était très gênant. J'y suis allé, moi, dans cette manifestation. J'explique pourquoi, d'ailleurs. J'ai partagé, disons, les tourments d'une partie de la gauche. Certains y sont allés, d'autres pas, etc. Et vous racontez comment les militants de Golem se battent contre d'autres militants juifs du Beta pour essayer de faire sortir le RN de la manifestation, parce que le RN y est, c'est un parti profondément antisémite, et sa présence est défendue par une organisation juive. Oui, absolument. Et puis il y a le RN, mais je dirais pas que c'est le moindre mal, mais au moins ils sont identifiables. Mais il y a aussi en tête de cortège tous les gens, Sarkozy et autres, qui ont pris position, qui prennent position en permanence ouvertement pour la répression israélienne. Donc il y avait de quoi être extrêmement gêné, parce que c'est une façon qui était un piège, quoi, un piège. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu cette ambiguïté qui a été cultivée et qui est toujours cultivée sur l'antisionisme et l'antisémitisme, qui donne encore lieu aujourd'hui à des propositions de loi tout à fait désastreuses, parce que si on considère que l'antisionisme, qui n'est jamais que la critique d'un mouvement politique, c'est ça. Il faut revenir à la littéralité des mots, hein, c'est tout, quoi. C'est aussi ça. C'est un problème qui devrait être très simple. On peut être sioniste, on peut pas nier que le sionisme est un mouvement. Ils ont réussi à imposer la synonymie entre Israël et le sionisme.
Et donc Israël et la judéité, au fond. C'est-à-dire qu'il y a un enrôlement de force, finalement, de quiconque est juif, et là, dans la logique d'Israël, qui concernerait tout le monde, tous les juifs. Et là, on est pourvoyeur d'antisémitisme je dis, massivement, quand on considère qu'Israël, c'est le judaïsme, que le sionisme, c'est le judaïsme. Eh bien, quand Israël massacre les Palestiniens, etc., c'est les Juifs qui massacrent les Palestiniens. Eh bien non, je défends la thèse exactement opposée. Et d'ailleurs, je dois dire ici que Finkielkraut, par exemple, lui-même a pris cette position en disant c'est Netanyahou qui produit massivement de l'antisémitisme. Et il avait ô combien raison. Il n'a pas toujours raison, loin de là, mais là, il avait raison. Et quand on voit... Il s'est opposé au nom du judaïsme à la politique d'Israël. Mais il distingue toujours entre Netanyahou, son gouvernement extrémiste, et l'État d'Israël. Disons que, voilà, il ne tient pas compte du fait, au fond, que, quand même, ces plus de 20 dernières années, il y a une permanence de la présence au pouvoir de Netanyahou et de ces gens-là. Voilà. Et il y a une logique sociale qui est décrite, par exemple, par Sylvain Sipel dans ses travaux sur le fonctionnement de la société israélienne, sur son évolution. Il y a une logique d'ensemble qui est fondée sur le sentiment d'être assiégé, disons, une société en guerre d'être emmuré, c'est le mot que Sipel emploie. C'est le titre de son livre, avec cette idée qu'ils sont en danger mortel. Oui. Et qui ne font que s'ils ne tuent pas, c'est eux qui seront tués. Voilà. Ce qui renvoie aussi à la remarque très importante d'Omer Bartov, donc cet historien israélien du judéocide européen, qui dit qu'il y a tentative de génocide d'Israël. Il dit tous ceux qui commettent des génocides sont absolument convaincus que ceux qu'ils tuent les menacent, eux, mortellement, représentent une menace mortelle contre eux. Oui. Il y a quand même cette logique sociale qui est profondément enracinée, qui fait que c'est un peu trop facile de faire, comme le fait Alain Finkielkraut, une séparation totale entre Netanyahou et son gouvernement et le reste de la société israélienne. À un moment donné, ça ne peut plus complètement tenir. Oui, ça peut plus tenir, mais la distinction existe quand même. C'est-à-dire que je suis très très attentif, disons, à la terminologie. C'est-à-dire que le gouvernement israélien actuel est un gouvernement vraiment fasciste. Je ne dirais pas qu'Israël est un pays fasciste, je ne dirais pas comme ça. Mais par contre, il est aujourd'hui dirigé par un gouvernement fasciste. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et moi, je suis tout à fait économe en mots de ce genre, parce que j'ai horreur des abus de langage. Je dis toujours, et malheureusement, l'histoire récente me donne un peu raison, qu'il faut toujours en garder pour l'avenir des mots comme ça. Et on voit avec Trump que... Oui. Voilà. Mais vous montrez à l'appui justement de votre livre, quand vous utilisez ce mot, que ce qui se passe en Cisjordanie, avec donc les colons qui sont favorisés, c'est des groupes de colons violents qui sont soutenus par l'armée, par l'État derrière, ça correspond en gros à la manière de faire historique du fascisme. Absolument, oui. C'est-à-dire que des colons violents qui attaquent des villages arabes. Enfin, moi-même, je suis allé en Cisjordanie et j'ai été braqué par des colons. Donc, je vois très bien ce que c'est. Et puis, en plus, moi, j'ai relativement protégé par mon statut, mais on voit ce que ça donne. Il y avait un film magnifique, No Other Land. Nous n'avons pas d'autre terre, qui est filmé magistralement par des jeunes villageois, les assauts des villages par les colons. Donc, mais ils l'ont pas toujours fait, mais depuis 67, c'est pour ça que 67 est une date importante, cette colonisation sauvage a eu lieu. Et puis vous rappelez qu'après les accords d'Oslo, elle s'est décuplée. Oui, c'était censé la limiter, et vous montrez que dans les années qui suivent, le nombre de colons double, on passe double. Quasiment doublé dans les années d'Oslo. Hein. Et en fait, c'est un projet d'État. Enfin, derrière, c'est un projet d'État, mais justement, ce que je voulais dire là, et c'est une nuance importante, c'est que tant que avant 2022, ces mouvements de colons, ils agissaient seuls, de cette façon, et quelquefois même, ils étaient rabroués, si j'ose dire, par l'armée israélienne. Maintenant, ces colons ne sont plus des colons seulement, ce sont des ministres. Ce sont des ministres du gouvernement, de l'État d'Israël. Et ils agissent avec l'armée derrière eux. On le voit dans ce film No Other Land, où les colons attaquent et l'armée est là. Et elle est là du mauvais côté, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle tire sur les Palestiniens si ceux-ci résistent ou se révoltent. Donc là, on a vraiment, à mon avis, la définition du fascisme, c'est-à-dire cette superposition de milices
voyous, parce que ce sont des voyous, avec l'armée. Et le ministre Ben Gvir, au lendemain du 7 octobre, il va chez les colons et il distribue des armes. Il est ministre. C'est l'État d'Israël qui distribue des armes aux voyous. Donc là, on est dans Fritz Lang et dans M. le Maudit un peu. Hein. C'est les bas-fonds, les bas-fonds qui s'arment et qui sont armés par un régime politique épouvantable. Si on en revient pour finir donc au sous-titre de votre livre, et à ce qui fait toute la deuxième partie du livre, c'est-à-dire cette stratégie de propagande ou d'influence qui se développe donc dans l'espace médiatico-politique français. Il y a quelques acteurs que vous mettez en avant et que vous prenez à partie. Oui, alors celui que je prends à partie en premier, si j'ose dire, c'est l'historien Gilles Kepel, qui est un authentique érudit il connaît admirablement le Coran, le fait religieux, etc., et cette région du monde. Mais il détourne complètement son savoir pour démontrer que ce conflit est au fond un conflit religieux. Et à un moment donné, je le dis un peu sous une forme de boutade, mais le principal responsable pour lui, disons, des attentats, c'est pas le Hamas, c'est Mahomet. Il va dans les sourates du Coran pour prouver qu'il y a un antisémitisme arabe, musulman, pour le coup, qui est essentialiste, il est essentialiste, qui est inscrit dans l'islam. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours pareil, c'est la négation de l'histoire. Et la négation de l'histoire, on nie l'histoire, on nie la politique, on nie la réalité des faits, la matérialité des faits, comme diraient les juristes, hein, et pour essayer de faire de ce conflit un conflit d'essence religieuse. Et là, mais derrière, il y a la logique du choc des civilisations. Du choc des civilisations, Huntington. Oui, le choc des civilisations, absolument. Oui, on est en face d'entités, je dirais presque biologiques, qui sont vouées à l'affrontement jusqu'à l'extermination. Et Islam has bloody borders, hein, c'est le slogan de Huntington. De toute façon, les frontières de l'islam sont sanglantes, elles l'ont toujours été, parce que c'est une civilisation qui serait vouée à la guerre. Oui, il renvoie à l'époque les conquêtes arabes, etc. Donc Kepel, finalement, reprend cette logique. Il reprend absolument ça, il l'habille d'actualité, c'est-à-dire qu'évidemment, on nie toujours, au fond, la question coloniale. C'est la grande question centrale, c'est la question coloniale, on la nie. Et quand on nie la question coloniale, on nie l'existence même des Palestiniens, en fait. Et c'est ça qui est central, j'espère, enfin, tout à fait central dans mon livre, mais dans le discours et dans la stratégie. Et on retrouve sous des formes différentes, parce que Eva Illouz, cette sociologue, c'est pas les sourates du Coran qu'elle invoque, c'est le wokisme. Le wokisme, c'est-à-dire que c'est le mouvement de l'éveil qui vient des États-Unis, de l'éveil des Noirs qui ont été racisés et qui le sont encore. Et elle attaque du coup tous les gens qui invoquent le wokisme, la French Theory, de la même façon que pour Keppel, je dis le 7 octobre, c'est pas le Hamas, c'est Mahomet. Pour Eva Illouz, le 7 octobre, c'est pas le Hamas, c'est Derrida. C'est Derrida, c'est la French Theory. C'est le postmodernisme. Le postmodernisme. Et elle nous noie dans un discours qui est épouvantable, à mon avis, de malhonnêteté, parce que cette femme intelligente ne peut pas se tromper de la sorte, pour dire que voilà, c'est le déconstructivisme. Et alors elle mêle ça à tout ce qu'elle appelle les pouvoirismes, ce qu'elle emprunte d'ailleurs à Foucault, entre parenthèses, mais qu'elle n'a pas l'air de pourtant aimer, mais enfin bref, elle le cite. Et c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont à égalité. Et le pouvoir donc du gouvernement israélien, la répression israélienne, c'est un pouvoirisme comme un autre, mais ceux qui soutiennent les Palestiniens, c'est aussi un pouvoirisme comme un autre, c'est-à-dire c'est l'expression simplement culturelle de l'arrogance des pouvoirs. Et alors elle dit en fait la haine du blanc. C'est la haine du blanc donc, dans son discours. Donc on renvoie dos à dos finalement les partis en présence. Voilà, quoi. Et la logique wokiste qui est en fait de mettre en valeur le point de vue des opprimés, de ceux, quelle que soit
quelle que soit l'oppression qui est sur eux, des minorités de toutes sortes, qu'elles soient sexuelles, raciales ou coloniales ou autres, finalement, ce serait une logique qui ne serait pas plus légitime que la logique consistant à défendre les pouvoirs en place, quoi. Voilà. Alors le wokisme devient le racisme par définition dans son discours. Ça devient le racisme parce que c'est anti-blanc, donc antisémite évidemment. Donc c'est la culture anticoloniale ou décoloniale, comme on veut, qui devient elle-même raciste et qui opprime les blancs, les juifs. Et ce faisant, elle fait un peu ce que fait déjà Keppel, c'est-à-dire qu'elle inscrit, disons, la cause palestinienne dans un ensemble beaucoup plus vaste qui la dépasse. Et elle recrute d'une certaine façon des gens en France ou ailleurs qui se disent finalement le combat d'Israël, le combat du sionisme, c'est le nôtre aussi. Oui. Alors, et là, c'est contre les immigrants, contre les Noirs, contre les Arabes, ici, etc., quoi. Et donc, on a une sorte de fusion entre ce discours et Israël a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire que... c'est ce que j'allais vous dire. C'est une stratégie que Netanyahou lui-même a déployée. Il vient à la télé française en disant « Vous allez être menacés par les immigrés de vos banlieues en France, comme nous sommes menacés par les Palestiniens c'est la raison Gaza. » C'est la raison pour laquelle j'ai développé dans un chapitre qui s'appelle, par antithèse, qui s'appelle « Le Hamas, c'est Daesh ». Évidemment, pour moi, ce n'est pas Daesh. On peut dire que c'est horrible, tout ce qu'on veut, ce qu'a fait le Hamas. Hein. Je suis le premier à le dire. Mais ce n'est pas Daesh. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement, malgré tout, palestinien, inscrit dans l'histoire de la Palestine. Alors, il résiste comme il faut pas. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce n'est pas Daesh. C'est-à-dire que, et quand on voit des sionistes de gauche dire finalement, attention, c'est eux qui ont assassiné les enseignants en France, etc. Quoi. C'est les mêmes. Ah oui. Les mêmes. Hein. Oui. C'est un mélange, en fait. Oui. C'est un mélange total. Et c'est une façon d'intégrer dans la politique israélienne, dans la défense de la politique coloniale israélienne, des gens ici qui n'en peuvent mais, qui sont évidemment sensibles à ça, parce que le terrorisme devient, là on revient à la question du terrorisme, devient une entité qui échappe à l'histoire et qui est érigée comme quelque chose de fixe, d'inamovible. Merci beaucoup. Merci à vous. Denis Siffert, d'être venu nous parler de ce livre donc, que je recommande vivement parce que j'en ai apprécié tout particulièrement la lecture, la précision historique et en même temps les analyses. La mauvaise cause, donc, les intellectuels et la propagande israélienne en France, aux éditions Lux. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cet épisode dont s'autorise à penser. N'hésitez pas à continuer à soutenir le média. Vous le savez, nous n'avons pas de patron. Il n'y a pas de millionnaire qui nous finance. Nous attendons vos dons pour pouvoir continuer. Rendez-vous sur le site lemediatv.fr. À bientôt sur le Média.